Madame, Monsieur, tout le plaisir est le mien de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, la plateforme d'échange entre les journalistes et les experts triés sur le volet. À Scène de Presse, nous refaisons l'actualité de la semaine en mettant un accent sur les sujets qui ont marqué cette actualité. Et au sommaire de ce numéro 424 de Scène de Presse, nous avons le vivre ensemble dans la diversité. Au sommaire de cette 4 trames de fond de la 45e édition de la Fête de l'Unité nationale, le 20 mai prochain, un jour de gloire pour le peuple camerounais soucieux de son bien-être, du partage des idéaux de paix dans sa diversité linguistique et culturelle. Une célébration qui survient cette année dans un contexte de revendication des citoyens des partis anglophones du pays désireux de se sentir partie prenante de la vie de la nation. Une commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été créée dans ce sens. Mais beaucoup reste à faire pour consolider le vivre ensemble. Nous allons le découvrir avec nos invités dans cette édition de Scène de Presse. À suivre également dans cette édition de Scène de Presse, le jour de gloire d'Emmanuel Macron, le 8e président de la 5e République en France a été investi des pleins pouvoirs liés à sa charge ce 14 mai. Entre la solennité du palais de l'Élysée, où il a fixé le cap de son mandat, et sa descente de l'Arc de Triomphe aux Champs-Élysées, le nouveau président français a endossé ses habits de chef d'État. Mais quel chef d'État sera-t-il? Esquisse de réponse à l'entame de cette édition de Scène de Presse. Nous aurons également, comme d'habitude dans cette édition de Scène de Presse, nos rubriques habituelles, à savoir le zooming de la semaine. Le focus, ce sera Madame le ministre des Postes et Télécommunications qui sera donc en posture d'invité dans cette édition de Scène de Presse. Elle va planter le décor du forum économique et forum numérique qui s'ouvre demain, ici même à Yaoundé, 15 mai. On aura aussi les unes des journaux de la semaine et la revue de presse. Mais en attendant, je vous permets, ou alors je m'en vais vous présenter ceux qui vont croiser le verbe sur ce plateau de Scène de Presse. Nous avons ici Roger Betala. Une année dans cette maison, la CRTV. Je suis heureux d'être invité ce soir. C'est là que j'ai fait toute ma carrière. Aujourd'hui, je suis consultant en communication parce que les règles de l'État m'ont permis de partir de la fonction publique et de commencer à essayer de gagner ma vie par moi-même en attendant que la pension, le reste suive. Donc en ce moment, je fais de la consultation, j'essaie de suivre l'actualité économique internationale. De temps en temps, il m'arrive également d'écrire dans des journaux et peut-être dans d'autres revues. De temps en temps dans signature, de temps en temps dans d'autres revues qui me sollicitent. Parfois, nous faisons des études sur des sujets liés à la situation de la pauvreté en Afrique, au Cameroun, surtout dans les régions de l'Adamawa, du Nord et del Sem-Nord. Donc vous aviez un large champ d'activité. J'ai quelques activités parce que bon, il y en a qui se rappellent quand même qu'il y avait quelque chose dans ce que nous disions qui ressemblait à une activité intéressante et qu'avec un peu d'expérience et du recul, on peut donner des points de vue qui peuvent avoir quelque crédibilité. À côté de vous, on a également un spécialiste des questions économiques, secrétaire permanent au ministère de l'économie en charge du suivi des programmes. C'est bien ça, Grégoire Mbala? C'est à peu près ça. Parce qu'en réalité, je suis le secrétaire permanent du comité qui est en charge de la préparation et le suivi des programmes économiques. Et ce titre-là, effectivement, je suis la mise en œuvre du DSE. Document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Exactement. Le document qui a fait la une de quelques publications cette semaine encore. Oui, nous avons suivi, nous l'avons lu. S'il y a des choses à dire, on peut les dire. Nous avons suivi le professeur Ngouatabi et son équipe. Et son équipe, voilà. Oui. Et de l'autre côté, nous avons notre professeur, enseignant d'université. Il y a quelque temps, il était encore recteur de l'université de Douala. Professeur Dieudonné Yono, vous êtes occupé également de la gouvernance, la bonne gouvernance, la mise en œuvre de la gouvernance, la bonne gouvernance dans notre pays. Que dit l'actualité de votre côté en ce moment? Oui, actuellement, je suis occupé à plein temps au secrétariat général du comité central du RDPC. Je suis conseiller du secrétaire général. Militant de la première heure. Oui. Mais bien évidemment, je n'ai pas abandonné mes activités académiques. Je continue à diriger des thèses et des mémoires à l'IRIC, qui est mon établissement de rattachement. Parce que vous êtes internationaliste, c'est également ça. Oui, je suis spécialiste des sciences politiques
relations internationales. D'accord. À côté de vous, quelqu'un qui s'occupe donc des dossiers économiques et des dossiers politiques à la CRTV, Achou Nienti. Il est donc le chef service politique à la CRTV, à la rédaction radio de la CRTV. Merci à Achou Nienti d'être venu sur le plateau de scène de presse ce soir. Avec vous, on va effectivement aborder les questions liées à l'unité nationale. Le 20 mai, c'est dans quelques jours. Et aux revendications de nos frères, je vais dire comme ça, anglophones, qui ont posé quand même quelques revendications. Et c'est dans ce contexte que va se célébrer la 45e édition de la fête de l'unité nationale. Merci Mélanie pour m'avoir invité. Une fois de plus, c'est déjà la 4e fois que je suis invité ici et j'essaye pour apporter ma modeste contribution pour éclairer la lanterne de nos publics sur des questions en débat. Je suis, comme vous venez de bien se dire, chef service politique, mais grand reporter. Oui, tout à fait. Au poste national, la CRTV, c'est important. Très important chez nous. Et puis, le 20 mai, c'est samedi prochain. Tout à fait. Je crois que nous sommes dans la mouvance de la fête nationale du Cameroun, la 45e édition de cette fête. Et nous essayons d'amener les Camerounais à fêter. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais comme je dis souvent, l'unité nationale, ce n'est pas un point X, ce n'est pas une destination, c'est une construction permanente. Donc on va trébucher, on va se relever, mais on va continuer. C'est dans cet esprit que nous sommes là aujourd'hui. Oui, l'actualité de ce jour, que ce soit ici au Cameroun, tout au moins les Camerounais ont suivi cette actualité avec un grand intérêt. C'était dans l'investiture du président français, le 8e président de la 5e République en France, Emmanuel Macron. Grégoire Mbana Babala, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant cette célébration, cette solennité qui a marqué cette investiture du président français? Ben, tout ce que nous pouvons dire ici, c'est que nous voyons comment le monde change vite et comment les destins se façonnent et se réalisent. Parce que ce jeune président, personne ne l'attendait. Et on l'a suivi le jour des élections. Lui-même, il a dit, personne ne nous attendait à ce niveau. Et aujourd'hui, ça s'est fait de manière calme, de manière grandiose, avec tout le faste que la France peut donner. Et ce jeune président, j'avoue que j'ai été beaucoup ému en le voyant, n'est-ce pas, accompagner le président Hollande. Oui, c'était, comme dirait quelqu'un, la collade du fils au père, Roger Betala. C'était vraiment un peu comme la collade du fils au père. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est il a prononcé un discours, je crois, à l'hôtel de ville de Paris. Dans ce discours, il a un peu résumé, il y a un jeu de mots qui m'a intéressé. Il a parlé de libéraliser et protéger, qu'il va baser sa politique économique sur ces deux mots-là. Libérer et protéger les intérêts des Français, du peuple français. Voilà, libérer, c'est-à-dire entrer dans la mondialisation, en même temps mettre les moyens nécessaires pour la compétitivité des entreprises camerounaises. Je me suis dit, des entreprises françaises, je suis tellement camerounais. En fait, quand je l'entendais parler, ça me ramenait à la politique économique nationale. Je me suis dit, ici, on appelle ça un peu la flexi-sécurité, c'est-à-dire une politique économique flexible. En même temps, on essaie de sécuriser les entreprises nationales. Quand vous voyez, par exemple, les réformes qui sont engagées dans le domaine de la fiscalité, vous allez vous rendre compte que malgré l'austérité, il y a quand même des moyens mis en œuvre, il y a des mesures mises en œuvre pour permettre aux entreprises d'être plus compétitives. Et je me suis dit, cette flexi-sécurité, il faudrait simplement qu'on essaye de bien la maîtriser ici. Peut-être que ça peut être également la solution pour résoudre nos problèmes d'austérité. Oui, pour vous de nous, vous l'avez rappelé tantôt, vous êtes enseignant à l'IRIC, vous vous occupez des politiques et notamment des relations internationales. Quel type de président pourrait être Emmanuel Macron, tout au moins pour ce qui est des Africains que nous sommes? Quel type de relations pensez-vous qu'il va devoir et il va pouvoir construire avec l'Afrique? D'abord, je suis d'accord avec ce que mes prédécesseurs ont dit. Cette cérémonie était grandiose, elle était solennelle, et j'ai suivi la campagne électorale, candidat par candidat en France, et ce qui m'a frappé chez M. Macron, c'est son programme de politique africaine. Il a dit en substance que il va appuyer le développement endogène de l'Afrique, en insistant sur les infrastructures. Il a parlé d'un axe qui partirait d'Alger au Cap, les infrastructures ferroviaires, le numérique, qui m'a rappelé, tout le monde pour les infrastructures, le plan d'action de Lagos, qui a malheureusement été interrompu avec des programmes d'ajustement structurel. Oui, à cause de la crise économique. Et ensuite, il a insisté sur
le côté éducation, que la France est disposée à continuer à accueillir les étudiants africains, pourvu qu'ils rentrent en Afrique, pour travailler pour l'Afrique, et également encourager la diaspora africaine à appuyer le développement de l'Afrique. Je pense que il y a là, c'est un virage qui peut être porteur pour l'Afrique, parce que c'est quand même la première fois que j'entends un président français insister sur l'intégration africaine, parce que quand il parle de développement endogène, c'est de l'intégration africaine qu'il parle. Donc, je pense que nous devons recevoir ce message-là positivement. Et bien évidemment, ce n'est pas la France qui viendra développer l'Afrique, mais il faut que nous sachions qu'il est possible que nous ayons en face de nous un interlocuteur qui nous accompagnera dans nos efforts de développement. Oui, Achou-Nianti, Emmanuel Macron, on l'a dit et redit depuis le démarrage de sa campagne électorale, depuis son élection, il est jeune, il a 39 ans, un jeune prudent en France. Est-ce que ça change forcément la donne avec les relations qu'il pourrait entretenir avec les pays africains? Je ne sais pas, je ne saurais le dire, parce que moi je ne suis pas français. Donc les autres ont dit beaucoup de choses intéressantes, mais ce qui m'intéresse, c'est les leçons qu'on peut en tirer du processus qui a mené l'élection, qui a conduit à l'élection de M. Macron. Voyez-vous, nous sommes le dimanche 7 mai. On a eu l'élection du deuxième tour. À 20h, on avait les résultats déclarés par les médias. Alors, c'est 3 jours après que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats officiels. C'est-à-dire que le jour de l'élection, les médias ont pu donner les tendances qui étaient à leur possession. Voilà. Très souvent, des tendances qui venaient du ministère de l'administration territoriale. Tout ça, le même jour. Et les candidats, celui qui a perdu a concédé la défaite et puis l'autre a accepté. Donc, pour moi, je crois que, étant Camerounais à Elekam, je pense sincèrement que Elekam aussi peut amener, en 2018 qui arrive là, beaucoup d'élections en vue. Je pense qu'on peut tirer quelques leçons là-bas avec les téléphones cellulaires. On peut voir dans quelle mesure nous aussi, parce que en tardant la proclamation des résultats, c'est ça qui amène souvent les gens à des problèmes, des tensions de gauche à droite. Donc moi je pense que si on peut tirer quelques leçons là-bas, c'est de faire en sorte que notre élection à nous au Cameroun aussi, des résultats soient connus aussi avec même rapidité ou bien presque même rapidité comme on a eu en France, comme on est nous. Ceux qui parlent la langue du Molière aiment toujours citer comme exemple la France. Donc je pense qu'on peut regarder ce qui s'est passé en France et voir dans quelle mesure on peut tirer quelques leçons. Le professeur Oyono est ici, il est dans un parti politique dont les leaders font souvent des propositions de loi à l'Assemblée, les projets de loi à l'Assemblée, donc on peut voir dans quelle mesure on peut aller dans ce sens-là pour pouvoir dorénavant amener plus de sérénité dans le processus électoral au Cameroun. Oui. Vous entendez Achou-Nianti, la France nous parle, ne nous parle pas seulement aujourd'hui, elle nous parle depuis des années. On l'a revu encore cette fois-ci avec ce processus électoral qui s'est déroulé dans la sérénité, on va dire dans la transparence. On a eu des résultats d'une élection en temps et en heure. Qu'est-ce qui fait que chez nous ça ne bouge pas aussi rapidement? Je ne sais pas si la célérité est la bonne réponse, je ne sais pas. Parce que quand on voit l'exemple des États-Unis il y a quelques années, ils ont tous ces systèmes-là, mais il y a eu des problèmes avec l'élection de George Bush Jr. Ça veut dire que, en fait, moi je suis partisan qu'il faut qu'il y ait les bons résultats et les vrais résultats. Quel que soit le moment. Peut-être pas, il ne faut pas que ça traîne pendant 1 an ou 2 ans, mais je dis, il faut qu'il y ait les bons résultats, il faut que le système électoral permette aux citoyens de lui faire confiance et qu'il y ait de la fiabilité dans le processus et dans les résultats. Le délai d'1 jour, 2 jours, 3 jours de plus, c'est bien, c'est peut-être l'idéal, mais il faut aussi voir qu'il y a eu des moments, comme j'ai donné l'exemple de George Bush Jr., où on s'est retrouvé du côté de Miami, en Floride, avec des urnes qui avaient disparu, avec un recomptage, que les journalistes ont même dû faire, parce que je crois que les journalistes même ont dû aller s'asseoir, je crois, près de 2 semaines après, pour compter vote après vote. Donc moi je dis la meilleure réponse, c'est celle qui amène Elekam à donner les résultats les plus fiables, dans un contexte véritablement de démocratie apaisée et crédible. Oui, Grégoire Mbada Mbadas, beaucoup de journaux l'ont souligné cette semaine, s'agissant justement d'Emmanuel Macron, l'Africain.
comme on aime à les appeler, les chefs d'État français, en disant il n'y a rien à attendre de ce chef d'État, rien ne va changer dans les relations que la France entretient avec un État comme le Cameroun. Ben oui, c'est vrai que c'est le président de la France, c'est pas le président de l'Afrique. Donc d'abord, nous ne l'avons pas élu, donc c'est les Français qui l'ont élu, et donc il est le président de la France. Il va travailler pour les intérêts il va travailler français. pour les intérêts français. Maintenant, rien ne nous interdit, dans la relation avec la France, de tirer profit. Nous avons notre DSE qui est basé sur la mise en place des infrastructures. Voilà un président qui dit, écoutez, je vais vous aider à mettre en place des infrastructures. Donc nous sommes en phase avec lui, et si nous prenons le leadership comme on le fait depuis quelque temps, de travailler, mettre en place ces infrastructures, nous aurons donc là un accompagnement qui permettra, n'est-ce pas, de booster la mise en œuvre de notre stratégie pour la croissance et l'emploi, et donc de créer des emplois, et donc de créer de la valeur, parce qu'en mettant en place des infrastructures, c'est là le meilleur moyen d'avoir une croissance inclusive. Parce que quand vous prenez la route pour aller à Douala, pour aller à Bafoussam, nous tous on utilise la route. Et quand la route est en bon état, nous tous on profite de cette infrastructure-là. Donc les infrastructures sont donc un bon moyen qui amène une croissance inclusive et donc qui permet aux citoyens de réduire un peu, n'est-ce pas, disons, la mauvaise vie, si on peut dire ça comme ça. Oui. Au procès de Dodo Yono, vous l'avez rappelé dans le programme d'Emmanuel Macron, il voudrait aider l'Afrique, ou alors les Africains, à construire des infrastructures, à mettre sur pied des projets de développement, à assumer l'intégration même de l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas un discours démagogique là, quand on sait que la France, en ce moment même, sort à peine d'une crise économique, qu'elle a une croissance, j'allais dire, pratiquement nulle? Où est-ce que ce chef d'État français ira y trouver les moyens pour venir aider les Africains à construire l'Afrique au lieu de commencer par construire son propre pays? Oui, moi je pense que attendre que la France vienne développer l'Afrique est un rêve irréalisable aujourd'hui. Ce qui, je l'ai dit tout à l'heure, dans le discours du président Macron, il souhaite que l'Afrique réalise son intégration. Parce que tant que nos pays se battent en ordre dispersé pour sortir du sous-développement, il nous sera très très difficile d'atteindre les résultats que nous escomptons. La solution aujourd'hui se trouve dans l'intégration africaine. Et pour enchaîner sur les propos de M. Mbada, le Cameroun, dans sa politique d'infrastructure, aujourd'hui s'est engagé à réaliser l'intégration sous-régionale. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un axe qui part de Douala à Garoua-Boulaye, qui nous rattache à la Centrafrique. Nous avons un axe qui part de Douala à Kiossi, qui nous rattache à la Guinée équatoriale, à Bamako, qui nous rattache au... Donc, je pense que c'est ce genre de réalisation qu'il nous faut faire aujourd'hui. Et je crois que il faut que ce soit une volonté africaine d'intégration. Que par exemple, en cercle concentrique, que l'Afrique centrale, par exemple, réalise son intégration, ensuite qu'on l'élargisse aux autres zones africaines. Je crois que le salut est là, parce que devant l'Europe, qui est aujourd'hui, qui compte 26 États, devant les États-Unis qui sont un État-continent, devant la Chine, que peut peser le Cameroun? Que peut peser le Gabon? Donc c'est ça aujourd'hui. C'est pour cela que le discours que tient le nouveau président français, qui dit il faut un développement inclusif de l'Afrique. Que les Africains se mettent ensemble, c'est de cette manière-là qu'ils peuvent peser dans les négociations internationales. Donc je pense que c'est il donne sa vision des relations entre l'Afrique et la France et l'Europe, parce que c'est un président qui est européen. Et il donne sa vision. Il pense que pour harmoniser les relations entre l'Afrique et l'Europe, il faut que l'Afrique réalise son intégration. Il le fait pas exclusivement pour nous, parce qu'il dit un peu plus loin que si cela est fait, le flux des immigrés qui partent d'Afrique va diminuer, et c'est l'Europe qui sera gagnant dans cette affaire de développement de l'Afrique. Nous allons marquer le premier temps d'arrêt sur ce plateau de scène de presse. Je m'en vais vous proposer le
focus de la semaine, je vous l'ai dit à l'entame de cette édition de Scène de Presse, nous avons rencontré la ministre des Postes et Télécommunications, Mme Lebombe Liliken, qui nous parle du Forum international sur l'économie numérique qui s'ouvre ce lundi à Yaoundé, un forum qui va durer 3 jours, un forum placé sous le haut patronage du chef de l'État Paul Biya. L'objectif ici étant de booster l'économie numérique. Comme vous le savez, avec le numérique, on peut engranger quelques points de croissance. Je vous propose d'écouter Mme Lebombe Liliken. C'est un forum qui est organisé à l'initiative du chef de l'État, le président Paul Biya. Il est placé sous son très haut patronage. Le thème, c'est comment réussir l'économie numérique au Cameroun. Et donc, ce forum est important parce qu'il est en continuation. L'année dernière, au même mois de mai, il y a eu la conférence internationale Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Et justement, l'économie numérique avait été présentée comme une possibilité pour les investisseurs de venir au Cameroun. Et voilà pourquoi, dans les différentes adresses à la nation que le chef de l'État a eu à prononcer, il a mis l'accent sur ce que l'économie numérique peut apporter aux Camerounais pour la croissance et pour la création d'emplois. Et je crois donc que ce forum est donc l'occasion de transformer en réalité cette vision, attirer les investisseurs, présenter les atouts du Cameroun, permettre à ceux-là qui ont eu l'ingéniosité de créer des start-up et autres, de rencontrer des experts internationaux qui, eux, ont réussi cette économie numérique. Les jeunes ont une place très importante parce qu'on se réfère toujours au discours du président de la République où il a dit que c'était la génération Android. À eux de saisir cette opportunité et plusieurs jeunes Camerounais ont, avant même ce forum, engagé des initiatives, développé des choses. Et ce sera l'occasion pour ces start-up, ces promoteurs, tous ceux-là qui s'intéressent à l'économie numérique, de rencontrer des experts internationaux, de rencontrer des financiers et de voir la possibilité que leur projet soit développé. Et ce qui est plus important, de suivre ceux-là qui ont réussi. Il y aura des gestionnaires d'incubateurs très célèbres. Il y aura en même temps d'autres start-up qui ont réussi. Donc les jeunes sont au centre. Et en marge du forum, il y a un salon où il y aura un village des start-up. Donc, ce sera l'occasion, une exhibition, de montrer ce qu'ils ont pu faire en la matière. Les jeunes, je crois qu'ils sont ceux-là qui sont le plus en même vraiment de s'accrocher à ce secteur. Une place très importante leur est réservée dans ce forum. Déjà, ce forum est quelque chose qui est fait. Vous voyez l'introduction de l'économie numérique, je le rappelle toujours, l'introduction des TIC dans tout ce qu'on fait. Donc c'est une réforme, c'est une révolution. Les administrations ne sont pas tant que cela en reste, puisque quand le chef de l'État a parlé, le gouvernement s'est organisé. Sous l'impulsion du Premier ministre, chef du gouvernement, une stratégie de développement de l'économie numérique a été élaborée et elle concerne tous les départements ministériels, tous les secteurs d'activité. Quand cette stratégie va se mettre en place, on va harmoniser et créer des secteurs nouveaux où ces TIC seront introduits et où l'économie sera boostée, l'emploi créé et la croissance recherchée. Pourquoi pas 2 chiffres? Pour l'émergence de notre pays atteinte. On sait que le DSE s'achève en 2020, c'est-à-dire dans quelques 3 ans, on espère que... Justement, le plan stratégique Cameroun numérique est également 2020. À partir de 2020, nous allons évaluer les statistiques montrent que en 2013, le taux de pénétration d'Internet était moins de 5%. Nous avoisinons aujourd'hui les 20%. Vous voyez ce grand bond-là, il faut que ce grand bond-là ait entraîné la croissance. Il ne faut pas se connecter à Internet pour Internet. Il faudrait que cet ensemble-là ait des contenus.
C'est la raison pour laquelle ce forum nous permettra de mettre en place des infrastructures, de mettre des contenus, d'accompagner pour que tout cela mis en place, ça l'économie numérique. Sinon, tout le pays pourra être couvert par Internet s'il n'y a pas de contenu, s'il n'y a pas une stratégie de développement, cela ne servira à rien. Nous avons déjà près de 10 000 km linéaires de fibres optiques qui n'est même pas suffisamment exploité. Les boucles optiques urbaines dans tous les chefs-lieux de région envoient des tentes dans les chefs-lieux de département. Nous avons pour ambition d'être un hub. Et on est leader en Afrique centrale, on sera aussi leader en matière d'économie numérique. Vous l'avez donc entendu, un forum sur l'économie numérique s'ouvre donc ce lundi 15 mai ici même à Yaoundé, s'achève le 17 mai prochain, et que le Cameroun a des grandes ambitions en matière d'économie numérique. Roger Betala, excusez-moi, lorsqu'on parle de la possibilité d'engranger quelques points de croissance avec l'économie numérique, est-ce que c'est réaliste dans le contexte camerounais d'aujourd'hui, dans la diversité du Cameroun d'aujourd'hui? Je vais d'abord donner quelques statistiques parce qu'il y a eu des rapports sur l'Afrique concernant l'économie numérique. En Afrique, il y a 2 pays leaders. En Afrique au sud du Sahara, il y a le Sénégal et le Kenya. C'est les 2 pays leaders en matière d'économie numérique en Afrique au sud du Sahara. Et ces pays, pour l'exercice 2016, on prévoit que l'économie numérique a apporté à peu près 3 points de croissance au Sénégal et au Kenya. À peu près. C'est les pays leaders. Pourquoi ces pays sont leaders? Après ces pays, il y a le Nigeria et l'Afrique du Sud, et puis il y a d'autres pays. Le Cameroun n'est pas bien classé parmi les pays où l'économie numérique évolue normalement. Pour quelle raison? Parce qu'on estime qu'au Cameroun, les coûts de production des entreprises qui veulent entrer, qu'on appelle les start-up, qui veulent entrer dans cette économie numérique, ces coûts sont assez élevés. Parce que pour qu'une entreprise soit compétitive, il faut qu'elle puisse essayer de survivre. Et ces coûts-là sont prohibitifs et empêchent les entreprises numériques de pouvoir évoluer par rapport à des pays comme le Kenya, comme le Sénégal. Heureusement, j'ai suivi là dans un des communiqués du ministre en charge des postes et télécommunications qu'on vient d'écouter, que des Sénégalais ont été évités. C'est bien d'éviter des gens qui nous sont proches, c'est-à-dire les Sénégalais, des Kenyans, et puis bon, il y a les Marocains, il y a également les Sud-Africains, il y a même le Nigeria à côté, pour qu'ils nous disent exactement qu'est-ce qui peut être fait pour rendre compétitifs ces marchés-là. Et le Cameroun fait déjà des efforts. Elle a cité la fibre optique, le câble sous-marin qui permet l'accès plus facile à Internet. Oui, quant au taux de connexion, on en est à 20% aujourd'hui. À 20%, c'est encore très très faible par rapport à ces pays que je viens de citer. Donc, il y a une volonté politique réelle qui est mise en œuvre par le gouvernement. La preuve, ils ont organisé ce forum sur l'économie numérique. Mais il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'accès et de la qualité de l'accès à ces produits numériques pour pouvoir avoir des entreprises viables. Et si on a des entreprises viables, il n'est pas exclu que d'ici quelques années qu'on puisse faire des avantages compétitifs réels qui peuvent permettre à l'économie nationale d'engranger quelques points de croissance. Donc, il faut assainir la base qui est l'accès à ces produits et ces services. Si cet accès-là reste prohibitif, il est difficile d'avoir de la compétitivité. Et de parler véritablement de la promotion de l'économie numérique au Cameroun. Pour ça, Grégoire Mbada, est-ce que dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, il y a ces aspects qui ont été pris en compte, notamment l'aspect de l'économie numérique? On a parlé certes d'une stratégie de développement de l'économie numérique qui a été retenue et qui va prendre fin comme le DSE en 2020. Est-ce que véritablement on a pensé que l'économie numérique pourrait être une niche d'emploi pour les Camerounais, les jeunes Camerounais? Tout à fait. Le DSE, comme vous avez pu le suivre cette semaine, c'est une politique de la grande poussée. C'est-à-dire que le big push, dans le DSE, tous les aspects de la vie économique sont pris en compte. Pour nos téléspectateurs, quand on parle d'économie numérique, c'est pas une vue de l'esprit. Lorsque vous faites Orange Money, lorsque vous faites MTN Money, lorsque vous faites l'envoi de monnaie, tout ça c'est l'économie numérique. Ou lorsque vous achetez, vous payez votre facture d'électricité, votre facture d'eau à travers votre portable. C'est ça l'économie numérique. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Et pour M. Betala, le rapport que nous avons reçu de l'INS hier indique que les prix
n'est-ce pas, des télécommunications ont baissé à peu près de 0,5% pour le premier trimestre 2017. Donc, nous avons cette tendance-là qui fait que les coûts dont parlait M. Betala, les coûts là sont en train de baisser. Et un des aspects qui est très important, en dehors des coûts de production, c'est la concurrence. La concurrence a amené les entreprises, les opérateurs économiques à baisser les prix. Rappelez-vous, il y a 5 ans, 10 ans, quel était le coût d'une communication. Aujourd'hui, les entreprises opérateurs ne font plus l'argent avec la voix. C'est-à-dire que ce qui leur donne l'argent aujourd'hui, c'est les services connexes. Donc, l'économie numérique dont vous parlez est effectivement prise en compte dans le DSE. Et au moment où on écrivait le DSE, malheureusement, le ministère des Postes et Télécommunications n'avait pas encore une stratégie, mais nous avons quand même dans le document prévu que si on développe les TIC, on va pouvoir développer toute une gamme de PME, ce qu'on a appelé les startups. Ces PME-là pourront également donc employer des gens et ainsi de suite. Et ça permettrait d'aller vers une croissance forte. Depuis cette semaine, on entend beaucoup parler de croissance à 2 chiffres. On ne décrète pas la croissance, il faut travailler. Mais en même temps, si on veut avoir une croissance à 2 chiffres, ça a un pendant. C'est que nous n'avons pas l'argent pour investir, on devra aller s'endetter. Donc, on veut une croissance à 2 chiffres, c'est très bien, mais en même temps, il faudra qu'on gère très bien l'endettement. Oui, Achunienti, on sait que dans la région du Sud-Ouest, tout au moins avant la situation qu'on connaît en ce moment, il y avait comme un hub de développement des TIC. Il y avait pas mal de jeunes Camerounais qui étaient implantés à Boya, ils avaient leur Silicon Valley là-bas et développaient les applications et tout le reste, et étaient véritablement engagés dans cette dynamique de développement de l'économie numérique. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Est-ce que c'est encore possible de saisir ces opportunités, de mettre ces jeunes-là au travail pour qu'ils puissent effectivement être au devant de la scène lorsqu'on parle de l'économie numérique? Roger Betala l'a dit, on était déjà mal classé. Comme tu viens de le dire, le hub, centre névralgique, ce qu'on appelle le nerve center du numérique au Cameroun, c'est à Boya. On appelle le Silicon Mountain. Aux États-Unis, c'est le Silicon Valley. Ici au Cameroun, c'est le Silicon Mountain. Avec la coupure de l'Internet, on a perdu quelques chiffres, quelques données, quelques millions. Heureusement que le chef de l'État a réagi vite pour arrêter l'hémorragie financière. Maintenant, là où nous sommes, on doit travailler comme le pauvre dit, bagarrer dur pour pouvoir, ne serait-ce qu'arriver un peu au niveau où on était. Mais avec le rétablissement de l'Internet, je crois, au mois de mars ou avril, au mois d'avril, les jeunes qui sont très talentueux continuent à faire ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont toujours fait. Mais c'est un peu lent, mais avec le temps, je crois qu'on va y arriver. Je souhaite seulement que le gouvernement, comme Madame le ministre vient de l'a dit, va consentir beaucoup d'efforts d'aide financière pour pouvoir aider les jeunes qui avaient vraiment perdu. Il y en a beaucoup qui ont perdu énormément d'argent. M. Roger Betala peut le confirmer en termes de capital. Est-ce qu'on ne pourra pas, dans le short terme ou long terme, aider ces jeunes à les aider à ramener ces jeunes-là au niveau où ils étaient avant la coupure de l'Internet? Parce qu'on a coupé l'Internet pendant 3 mois, on sait, pour des raisons d'État, je n'en disconviens pas, ça c'est clair, c'est net, c'était juste, mais il y avait aussi le revers du médaille. Oui, c'est qu'on perdait de l'argent. Donc c'est pourquoi je crois que les autorités du Cameroun qui ont pris la mesure de la chose, le chef de l'État a pu revenir, a pu demander à ce qu'on rétablisse l'Internet dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Donc, pour répondre directement à ta question, Mélanie, je dirais que les jeunes, ils sont toujours... Ils ont beaucoup d'espoir. Ils ont beaucoup d'espoir que d'ici, tôt ou tard, ils vont pouvoir arriver à un niveau qui va aider le Cameroun. Madame la ministre parlait de croissance à 2 chiffres. Nous savons qu'avant d'y arriver, ces jeunes-là, le turnover, la capitale dont ils utilisent pour amener les affaires doit arriver à ce niveau. Et je crois que le gouvernement a un grand rôle à jouer en termes d'aide, en termes d'assistance financière à ces jeunes-là. Oui. Pour ceux de Dono Yono, le 20 mai,
c'est dans quelques jours, on va célébrer l'unité nationale dans notre pays. Et plus que par le passé, la notion du vivre ensemble est au cœur de cette célébration. Vivre ensemble dans cette mouvance des idéaux de paix, penser à la paix dans le pays, penser à la prospérité. Tout ceci renvoie à ce qu'on a connu justement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ces derniers mois. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une véritable dynamique du vivre ensemble au Cameroun? Oui, je pense qu'il faut, peut-être nuancer. Parce que ce qui s'est passé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on peut diviser cela en deux catégories de revendications. Il y a la contestation. Vous savez, le contestataire, c'est celui qui veut être mieux reconnu pour qu'il soit mieux intégré dans le système. C'était la tendance majoritaire. Il y avait, si vous voulez, les révolutionnaires, les insurgés, ceux qui demandaient la sécession. C'est une infime minorité qui se sont appuyés sur les médias, sur Internet, pour diffuser leurs idées. Donc, on ne peut pas conclure que ce qui s'est passé dans ces deux régions avait pour finalité de remettre fondamentalement en question l'unité nationale. Il y a eu un certain nombre de revendications. Moi, j'ai mon analyse sur toutes ces questions. C'est le retard que le processus de décentralisation a pris, qui explique en grande partie les mouvements qu'on a enregistrés dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Quand on regarde un secteur comme l'éducation, quand on regarde la loi fixant les règles applicables aux communes, le secteur de l'éducation est un des secteurs prioritaires qui doit être décentralisé. Dans le processus de décentralisation. Transfert des compétences et transfert des moyens. Quand on regarde en profondeur ce qui s'est passé dans ces deux régions, il y avait cette revendication d'avoir plus de moyens, d'abord plus de compétences et plus de moyens. Donc, je pense que ensuite, il y avait le problème des juridictions. Le président a résolu ce problème parce qu'il y a une incompréhension pour tous ceux qui sont des juristes. Ils savent que dans le droit romano-germanique, le juge est un inquisiteur. C'est à vous de prouver que vous n'avez pas tort. Dans la common law, quand vous êtes devant le juge, c'est à lui de prouver que vous avez tort. Alors, ça crée des incompréhensions. Le président de la République en demandant que les deux droits soient enseignés, que ces deux droits sont d'égale valeur, a réglé en quelque sorte ce problème. De même que le problème des avocats y suit. Parce qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est 10 ans ou 15 ans, il y avait eu un projet de loi pour faire éclater le barreau du Cameroun. En deux. Qu'on ait un barreau. Non, qu'on ait des barreaux au niveau régional. Le projet de loi avait déjà été préparé, mais il n'a pas abouti. Donc, je pense que c'est autant de réformes qui vont ramener la sérénité. La décentralisation, j'en parlais là tout à l'heure. Si les compétences sont transférées aux communes et les moyens, d'abord, on va s'apercevoir que, on va mutualiser les problèmes, on va s'apercevoir qu'en DOP et à Konolinga, ce sont les mêmes problèmes. Et que les solutions sont les mêmes et les ressources qui sont affectées permettent de résoudre ces problèmes. D'abord, il y a un intérêt politique, c'est qu'on va se tourner vers le maire. Est-ce qu'il a réalisé pour contrôler ou non. Les citoyens. Or, dans l'état actuel des choses, tout le monde se tourne vers Yaoundé et
on globalise, on dit, bon, Yaoundé est situé en zone francophone, donc les francophones ne veulent pas le développement des régions anglophones. Donc, moi, je pense que, à mon humble avis, en accélérant le processus de décentralisation, j'ai entendu le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, il a fait une déclaration en disant qu'il faut accélérer le processus de décentralisation. En transférant les compétences et les ressources dans les communes, je pense qu'on désamorce ce type de revendication. Parce que moi, je reste persuadé que c'est pas... Le problème n'est pas que les francophones et les anglophones sont opposés. C'est un problème de politique publique. C'est un problème de politique publique. C'est-à-dire que les problèmes qu'on a dans les régions du Sud-Ouest, vous avez dit tantôt en DOP, les mêmes problèmes se posent à Konolinga Roger, oui, pour en témoigner. Oui. Justement, Roger Betala. Donc, je voulais dire que pour ce qui est de l'anglais, les textes de la République sont pour la promotion du bilinguisme. Et je peux également dire que les Camerounais sont fiers de parler le français et l'anglais. D'accord, c'est un atout à l'extérieur. Moi, je vais souvent à Boya ou à Bamenda. Quand j'arrive, je vois les jeunes, là, je leur parle anglais, ils me répondent en français, ils me disent, père, c'est quand tout vient que nous aussi on peut faire le training. Hein? Ils veulent que quand on arrive là-bas, et nous-mêmes, moi j'ai participé, vous faites également le training lorsque vous allez là-bas. À d'énormes conférences internationales. Je peux vous dire que les Camerounais sont parmi les rares participants à ces conférences qui ne mettent pas le casque, francophones, qui ne mettent pas le casque. Parce que quand on fait les émissions en français, à la télévision, ou à Cameroun Tribune, pour parler des médias publics, non, nous lisons, on écoute le journal en français, en anglais d'abord, on l'écoute, on le suit, et on le suit en français parce qu'on sait que les deux se complètent. Donc moi, je ne pense pas qu'on a un problème anglophone, francophone. Il y a un problème de politique publique qui est en cours de solution. Et je dis même également, bon, moi j'ai l'habitude de dire que ça, c'est d'ailleurs ce combat, c'est des combats d'arrière-garde. Nos enfants. Nos enfants. On dit qu'ils sont de la 11e région. Oui, nos enfants français, anglais, parlent les deux. Dans les écoles anglophones ou francophones. Donc, moi, je crois que c'est des problèmes qui vont se résoudre au fur et à mesure. Et pour conjurer ces menaces centrifuges que nous avons, je crois que les politiques publiques, et tout est prêt. Les lois sur la décentralisation ont été promulguées par le chef de l'État en 2004. Hein, et je me rappelle le titre 2, aussi bien de la loi fixant les règles applicables aux communes que les règles fixant les règles applicables aux régions, dispose que les compétences ci-après sont transférées. Ce n'est pas seront à transférer. Donc je pense que au fur et à mesure que ce transfert va se faire, au fur et à mesure que ce transfert va se faire. Et je crois qu'il y a aussi eu, moi je le dis, bon, ayant été pendant 11 ans coordonnateur du programme national de gouvernance, c'est le programme national de gouvernance qui avait piloté la traduction du droit au OHADA. Et nous avons également du temps pour que nous avons remis les copies en 2006. Oui. On avait remis les copies en 2006. Professeur Dieudonné Oyono va revenir sur cette problématique. Le temps pour nous de vous proposer cet élément, juste pour qu'on respire un peu sur ce plateau, qui parle de la situation de l'accès à l'énergie électrique dans une localité dans la région du Sud Cameroun, une localité frontalière avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Il s'agit de Kiossi et c'est Monique Félicité Chouenne qui s'est rendue là-bas et qui nous dit ce qu'il en est exactement. Elle nous raconte la souffrance qui est celle de ces populations-là qui ont du mal à accéder à l'énergie électrique. Kiossi est plongé dans l'obscurité. La situation dure depuis plus de 10 ans. Cette ville transfrontalière située à proximité du Gabon et de la Guinée équatoriale est privée de sa centrale thermique endommagée depuis belle lurette. Le dossier d'appel d'offres a été lancé et on attend la publication des résultats
pour que le marché soit exécuté et que QC soit dans la lumière. Voilà la situation. Pour pallier à la situation, la commune a reçu depuis plus d'1 an une dotation de 120 millions de francs CFA du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. D'emblée, il faut reconnaître que pour le moment, QC pleut encore sous l'obscurité. La centrale est là, les installations sont là, bien que actuellement défectueuses, mais elles ne fonctionnent pas. Entre-temps, les Kiossiens se débrouillent avec des générateurs très à la mode de ce côté. Nous n'avons pas la lumière, donc c'est avec ça que les gens se servent. Ici, là, nous avons un hôtel à Saratel, et ça a un grand groupe qui ravitaille une partie de la ville. Et quelques gars aussi ont pu investir dans le groupe pour ravitailler ceux qui n'en ont pas les moyens de prendre les groupes électriques que vous voyez. À quand donc finalement le retour de l'électricité à Kiossi? La population, elle, s'accroche à cet adage qui dit « Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra ». Retour sur ce plateau pour continuer à parler de ce vivre ensemble, de cette célébration de la fête de l'unité nationale qui va intervenir le 20 mai prochain. Ce sera la 45e édition. On parlait des problèmes liés au vivre ensemble, de la décentralisation et de la vision qui a été celle du Cameroun. On sait que dans le document qui promeut cette vision à l'horizon 2035 où on parle de l'émergence du Cameroun, il y a une dualité qui a été particulièrement recentrée et relevé dans ce document-là, professeur Grégoire Mabada. Oui, la deuxième page de la vision, lorsqu'on analyse les risques, nous avons évoqué les 2 risques majeurs que on apercevait, c'est la transition politique et le double héritage linguistique français-anglais. Donc ces problèmes-là sont connus dans la vision et ont été transcrits dans le DSE sous la forme de recommandation d'aller vers la décentralisation. Et le professeur Oyono a dit que la loi sur la décentralisation, c'est depuis 2004. Mais ça ne fait que 13 ans que c'est là. Et on n'a pas de région, on n'a pas. Si ces problèmes avaient été posés au niveau des régions, ils ne seraient pas remontés à Yaoundé. Donc je pense qu'il est quand même temps qu'on mette en place, oui, qu'on franchisse le pas, qu'on mette en place ces régions. Et il parlait en off ici des problèmes des avocats, la loi OADA. Mais quand le professeur on était à la bonne gouvernance, j'étais déjà secrétaire permanent. On a fait la traduction, financée par la BAD. Le document existait. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas publié, on ne l'a pas distribué à ce moment-là? C'est 2006. Donc voilà autant de choses qui amènent des incompréhensions et qui amènent des gens à se poser des questions on aurait pu faire l'économie de ces questions-là. On aurait pu faire l'économie de la crise qu'on vient de traverser dans les régions anglophones du pays. Achounienti, on est sur la bonne voie pour en finir avec ces dissensions francophones anglophones. 2 messages que j'apporte ce soir. 1. Les anglophones dans leur immense majorité sont contre la sécession. Il faut me croire quand je le dis. 2. Il n'y a pas un problème de vivre ensemble entre des Camerounais. Toi, Mélanie Bétébé, moi, Achounienti de Mafé, il n'y en a pas. Si je peux paraphraser un digne fils de ce pays, le Cameroun se fera ou ne se fera pas avec les anglophones. Le Cameroun ne sera plus le Cameroun s'il n'y a pas des anglophones dans ce pays. Il y a tout juste un problème de gouvernance. L'application intégrale de la décentralisation, article 62 de la Constitution du 18 janvier 1996. C'est ça le nœud du problème. C'est vrai qu'il y a quelques transferts de compétences et des ressources au niveau des communes, mais il n'y a pas encore des régions en tant que telles. C'est vrai que nos 10 régions, depuis le 11 novembre 2008, nos 10 provinces s'appellent désormais régions, mais le contenu n'y est pas. De la régionalisation n'y est pas. Donc, on doit faire tout ça. Pour moi, voilà le problème, parce que les anglophones étaient habitués à gérer localement. On appelle ça le local government.
C'est-à-dire la commune de Manfé, la commune de Tiko, c'est là-bas qu'on s'en sert et on prend toutes les décisions qui concernent la localité. Même les écoles étaient gérées. On n'avait pas besoin de remonter justement, au pouvoir central. Au pouvoir central. Donc c'est ça qui a fait à ce qu'il y a eu tous ces problèmes-là. Mais si on appliquait l'article 70 de la Constitution, qui dit que c'est l'autonomie régionale, qui dit qu'en mettant en place les régions, on tient compte des spécificités de chaque région. Je crois que beaucoup de ces problèmes vont trouver des solutions. Heureusement. Et c'est ça le bon côté de tout ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les mesures édictées par le chef de l'État, une fois de plus, parce que je reviens toujours, parce que j'avais dit ça le premier jour que je suis venu ici, que pour moi, une seule personne pouvait trouver des solutions, le président de la République, Paul Biya. Et je suis conforté dans ma logique depuis lors qu'il a été consistant, cohérent. Et c'est pourquoi nous avons trouvé toutes ces solutions-là au niveau de la justice. Je parle en tant que juriste. Le professeur parlait tout à l'heure des common law et des civil law. Le fait aussi qu'on va enseigner le public law, par exemple, dans l'université de Buea et Bamenda. Savez-vous que les avocats anglophones ne maîtrisaient pas ce qu'on appelle le contentieux administratif, qui est très important. Or, on n'était pas enseigné. Moi aussi, je n'ai pas... Tout ce que je connais, c'est parce que j'ai fait la lecture après mes études. Vous comprenez? Mais maintenant, on va enseigner tout ça. Donc, les avocats anglophones seront aux mêmes pages que les collègues francophones. Parce que c'est très important. Quand tu vas venir au niveau du tribunal administratif et tu ne connais pas la procédure administrative ou bien contentieux administratif, c'est très grave. Donc, pour toutes ces mesures qui ont été dictées, désormais, on enseigne le English law dans toutes les universités, même francophones. Donc, c'est pareil. Voilà autant de choses. Mais pour ça, pour le reste, là, parlons des problèmes politiques qu'on a posés, il faut appliquer la décentralisation intégrale dans ces pays, article 70 de la Constitution. Oui, Roger Betta, vous êtes d'accord avec Achonienti, dès qu'on aura appliqué la politique de décentralisation, lorsque la décentralisation sera effectivement mise en œuvre, ou alors la régionalisation, on sortira de cet imbroglio lié à ce que quelques revendications surviennent parce qu'on est francophone ou bien parce qu'on est anglophone. Lui raisonne comme un juriste, moi aussi je vais raisonner comme un économiste et lui répondre que l'Allemagne, qui est l'un des pays les plus décentralisés au monde, continue d'appliquer la décentralisation. Donc la décentralisation, ce n'est pas un décret, on dit demain il y aura la décentralisation. C'est un processus qui a des étapes, qui est long, qui peut être remis en question, qui peut être réaménagé. Donc, les gens croient peut-être la décentralisation. Dès qu'on va dire, à partir de lundi, le sud-ouest, le nord-ouest sont devenus des régions décentralisées, ça va aller. Non. La décentralisation, c'est un processus. C'est un processus qui est excessivement délicat. C'est un processus qui demande beaucoup de doigté, beaucoup de compétences. Et le fait, je ne dédouane pas l'État. Il y a probablement du retard dans ce qui peut être mis en œuvre. 13 ans. Mais je dis, la mise en œuvre du processus de décentralisation ne se fait pas comme si on te dit d'aller puiser l'eau et de venir verser ici. C'est un processus délicat. Il faudrait qu'il y ait des compétences à tous les niveaux parce que ça ne sert à rien de décentraliser certaines activités dans les régions. Si dans ces régions-là, il n'y a pas les compétences nécessaires pour les utiliser. Mais ceux qui travaillent ici peuvent aller travailler là-bas. Mais est-ce que ceux qui travaillent ici sont suffisamment nombreux et suffisamment outillés pour pouvoir à la fois travailler ici et travailler là-bas? Parce que la décentralisation, il faut qu'il y ait un centraliseur pour que la décentralisation marche. Il faut qu'il y ait le centre. S'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de décentralisation. Je ne veux pas dédouaner l'État, mais je dis c'est un processus complexe. Il ne faut pas que les uns et les autres croient que parce qu'on va décréter du jour là, ça ne se décrète pas. Ça se met en œuvre. C'est entendu, Roger. Je permets. Et c'est un processus très délicat qui demande beaucoup de compétences. On respire pendant quelques minutes sur ce plateau pour permettre à Agnès Solange Abessolo de nous présenter les unes de ce lundi. Qu'est-ce qu'on dit les journaux? Qu'est-ce que vont dire les journaux ce lundi de l'actualité en cours? Bonsoir Mélanie, bonsoir à vous. Alors le sacre républicain du plus jeune président français jamais élu dans l'histoire fait assurément partie des sujets traités en ce début de semaine, tout comme la dissonance de son annoncée dans les rangs des médecins en ce début de semaine également, et ces mutations qui donnent donc le temps écrit qu'un nouveau débrayage est annoncé de ce côté-là ce lundi même et titre grève des médecins. 4
pour l'enfer. Le journal dresse les portraits de Pierre-Yves Basson, Claude Bernard Kamta, Patrick Ndoudoumou et Sylvain La, considérés comme figures de proue des manifestations annoncées et selon mutation justement, ces leaders du CIMEC seraient victimes d'affectations disciplinaires. Plus souple encore, EcoSanté qui se penche sur les propositions du gouvernement pour un meilleur accès aux soins de santé au Cameroun, parlant de la couverture sanitaire universelle. Le journal relaie instruction qui a été donnée par le chef de l'État au ministre de la Santé publique en vue de trouver donc des solutions aux problèmes. Un autre projet en voie de paralysie en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Le pacte au bord de la faillite, c'est le titre à la une du Financier d'Afrique qui explique que l'insolvabilité des promoteurs des PME financés par le programme d'appui à la création et au développement des entreprises du ministère des PME bâillonne la bonne marche du projet. La chasse aux sorcières se poursuit avec la filière coton-textile mise à mal par l'infiltration chinoise, publie Éco Matin qui titre « L'Europe au secours d'un secteur affaibli par les Chinois ». Le journal poursuit que 85% du tissu acheté au Cameroun vient de la Chine, alors que le pays est acteur majeur de la production en Afrique, pendant que la Sodé Coton a du mal à mener ses actions à bout. C'est l'analyse économique que vous propose Éco Matin ce lundi. Camer Presse propose quelques débouchés avec la passation des marchés à l'ONU. 193 milliards de francs CFA à la portée des Camerounais, titre le journal, et affiche donc un bilan élogieux des entreprises camerounaises en 2015. Alors que Défi Actuel fait quelques révélations sur les salaires des ministres. L'essentiel enquête sur cette attaque informatique qui a affecté plusieurs entreprises dans le monde ce week-end. Mélanie, on parle de plus de 200 000 attaques dans 99 pays, relève donc l'essentiel qui titre « Braquage sur le monde ». Voilà donc pour les unes de ce lundi 15 mai 2017. Moi, je vous donne un rendez-vous en kiosque. Bonsoir. Bonsoir Agnès Solange et surtout merci de nous avoir fait cette revue des unes apparaître ce lundi, les unes des journaux, les meilleurs de la place. C'est donc avec cette revue des unes de ces journaux qu'on va mettre un terme à cette édition de Scène de Presse. C'était un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Scène de Presse. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. En attendant, restez sur la CRTV. Madame, Monsieur, tout le plaisir est le mien de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, la plateforme d'échange entre les journalistes et les experts triés sur le volet. À Scène de Presse, nous refaisons l'actualité de la semaine en mettant un accent sur les sujets qui ont marqué cette actualité. Et au sommaire de ce numéro 424 de Scène de Presse, nous avons le vivre ensemble dans la diversité. Au sommaire de cette 4 trames de fond de la 45e édition de la Fête de l'Unité nationale, le 20 mai prochain, un jour de gloire pour le peuple camerounais soucieux de son bien-être, du partage des idéaux de paix dans sa diversité linguistique et culturelle. Une célébration qui survient cette année dans un contexte de revendication des citoyens des partis anglophones du pays désireux de se sentir partie prenante de la vie de la nation.
Une commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été créée dans ce sens. Mais beaucoup reste à faire pour consolider le vivre ensemble. Nous allons le découvrir avec nos invités dans cette édition de Scène de Presse. À suivre également dans cette édition de Scène de Presse, le jour de gloire d'Emmanuel Macron, le 8e président de la 5e République en France a été investi des pleins pouvoirs liés à sa charge ce 14 mai. Entre la solennité du palais de l'Élysée, où il a fixé le cap de son mandat, et sa descente de l'Arc de Triomphe aux Champs-Élysées, le nouveau président français a endossé ses habits de chef d'État. Mais quel chef d'État sera-t-il? Esquisse de réponse à l'entame de cette édition de Scène de Presse. Nous aurons également, comme d'habitude dans cette édition de Scène de Presse, nos rubriques habituelles, à savoir le zooming de la semaine. Le focus, ce sera Madame le ministre des Postes et Télécommunications qui sera donc en posture d'invité dans cette édition de Scène de Presse. Elle va planter le décor du forum économique et forum numérique qui s'ouvre demain ici même à Yaoundé 15 mai. On aura aussi les unes des journaux de la semaine et la revue de presse. Mais en attendant, je vous permets, ou alors je m'en vais vous présenter ceux qui vont croiser le verbe sur ce plateau de Scène de Presse. Nous avons ici Roger Betala. D'année dans cette maison, la CRTV. Je suis heureux d'être invité ce soir. C'est là que j'ai fait toute ma carrière. Aujourd'hui, je suis consultant en communication parce que les règles de l'État m'ont permis de partir de la fonction publique et de commencer à essayer de gagner ma vie par moi-même en attendant que la pension, le reste suive. Donc en ce moment, je fais de la consultation, j'essaie de suivre l'actualité économique internationale. De temps en temps, il m'arrive également d'écrire dans des journaux et peut-être dans d'autres revues. De temps en temps dans Signature, de temps en temps dans d'autres revues qui me sollicitent. Parfois, nous faisons des études sur des sujets liés à la situation de la pauvreté en Afrique, au Cameroun, surtout dans les régions de l'Adamawa du Nord et de Sem-Nord. Donc vous aviez un large champ d'activité. J'ai quelques activités parce que bon, il y en a qui se rappellent quand même qu'il y avait quelque chose dans ce que nous disions qui ressemblait à une activité intéressante et qu'avec un peu d'expérience et du recul, on peut donner des points de vue qui peuvent être... De sa campagne électorale, depuis son élection, il est jeune, il a 39 ans. Un jeune président en France, est-ce que ça change forcément la donne avec les relations qu'il pourrait entretenir avec les pays africains? Je ne sais pas, je ne saurais le dire parce que moi je ne suis pas français. Donc les autres ont dit beaucoup de choses intéressantes, mais ce qui m'intéresse, c'est les leçons qu'on peut en tirer du processus qui a mené l'élection, qui a conduit à l'élection de M. Macron. Voyez-vous, nous sommes le dimanche 7 mai. On a eu l'élection du deuxième tour. À 20h, on avait les résultats déclarés par les médias. Alors, c'est 3 jours après que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats officiels. C'est-à-dire que le jour de l'élection, les médias ont pu donner les tendances qui étaient à leur possession. Voilà. Très souvent des tendances qui venaient du ministère de l'administration territoriale. Tout ça le même jour. Et les candidats, celui qui a perdu a concédé la défaite et puis l'autre a accepté. Donc pour moi, je crois que étant Camerounais à Elekam, je pense sincèrement que l'Élecam aussi peut amener en 2018 qui arrive là, beaucoup des élections en vue. Je pense qu'on peut tirer quelques leçons là-bas avec les téléphones cellulaires. On peut voir dans quelle mesure nous aussi, parce que en attendant la proclamation des résultats, c'est ça qui amène souvent les gens à des problèmes de tension de gauche à droite. Donc moi je pense que si on peut tirer quelques leçons là-bas, c'est de faire en sorte que notre élection à nous au Cameroun aussi, des résultats soient connus aussi avec même rapidité ou bien presque même rapidité comme on a eu en France, comme on est nous. Ceux qui parlent la langue du Molière aiment toujours citer comme exemple la France. Donc je pense qu'on peut regarder ce qui s'est passé en France et voir dans quelle mesure on peut tirer quelques leçons. Le professeur Oyono est ici, il est dans un parti politique dont les leaders font souvent des propositions de loi à l'Assemblée, les projets de loi à l'Assemblée, donc on peut voir dans quelle mesure on peut aller dans ce sens-là pour pouvoir dorénavant amener plus de sérénité dans le processus électoral au Cameroun. Oui. Vous entendez Achonienti, la France nous parle, ne nous parle pas seulement aujourd'hui, elle nous parle depuis des années. On l'a revu encore cette fois-ci avec ce processus électoral qui s'est déroulé dans la sérénité, on va dire dans la transparence. On a eu des résultats d'une élection en temps et en heure. Qu'est-ce qui fait que chez nous ça ne bouge pas aussi rapidement? Je ne sais pas si la célérité est la bonne réponse, je ne sais pas. Parce que quand on voit l'exemple des États-Unis il y a quelques années,
ils ont tous ces systèmes-là, mais il y a eu des problèmes avec l'élection de George Bush Junior. Ça veut dire que, en fait, moi je suis partisan qu'il faut qu'il y ait les bons résultats et les vrais résultats. Quel que soit le moment. Peut-être pas, il ne faut pas que ça traîne pendant 1 an ou 2 ans, mais je dis, il faut qu'il y ait les bons résultats, il faut que le système électoral permette aux citoyens de lui faire confiance et qu'il y ait de la fiabilité dans le processus et dans les résultats. Le délai d'1 jour, 2 jours, 3 jours de plus, quelques heures, c'est bien, c'est peut-être l'idéal. Mais il faut aussi voir qu'il y a eu des moments, comme j'ai donné l'exemple de George Bush Junior, où on s'est retrouvé du côté de Miami, en Floride, avec des urnes qui avaient disparu, avec un recomptage, que les journalistes ont même dû faire, parce que je crois que les journalistes même ont dû aller s'asseoir, je crois, près de 2 semaines après, pour compter vote après vote. Donc moi je dis la meilleure réponse, c'est celle qui amène Elekama à donner les résultats les plus fiables, dans un contexte véritablement de démocratie apaisée et crédible. Oui, Grégoire Mbada Mbadas, beaucoup de journaux l'ont souligné cette semaine, s'agissant justement de Roger Betala. C'était vraiment un peu comme l'accolade du fils au père. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est il a prononcé un discours, je crois, à l'hôtel de ville de Paris. Dans ce discours, il a un peu résumé, il y a un jeu de mots qui m'a intéressé. Il a parlé de libéraliser et protéger, qu'il va baser sa politique économique sur ces 2 mots-là. Libérer et protéger les intérêts des Français, du peuple français. Voilà, libérer, c'est-à-dire entrer dans la mondialisation, en même temps mettre les moyens nécessaires pour la compétitivité des entreprises camerounaises. Je me suis dit, des entreprises françaises, je suis tellement camerounais. En fait, quand je l'entendais parler, ça me ramenait à la politique économique nationale. Je me suis dit, ici, on appelle ça un peu la flexi-sécurité, c'est-à-dire une politique économique flexible. En même temps, on essaie de sécuriser les entreprises nationales. Quand vous voyez, par exemple, les réformes qui sont engagées dans le domaine de la fiscalité, vous allez vous rendre compte que malgré l'austérité, il y a quand même des moyens mis en œuvre, il y a des mesures mises en œuvre pour permettre aux entreprises d'être plus compétitives. Et je me suis dit, cette flexi-sécurité, il faudrait simplement qu'on essaye de bien la maîtriser ici. Peut-être que ça peut être également la solution pour nos problèmes d'austérité. Oui, professeur Dieudonné Oyono, vous l'avez rappelé tantôt, vous êtes enseignant à l'IRIC, vous vous occupez des politiques et notamment des relations internationales. Quel type de président pourrait être Emmanuel Macron, tout au moins pour ce qui est des Africains que nous sommes? Quel type de relations pensez-vous qu'il va devoir ou il va pouvoir construire avec l'Afrique? D'abord, je suis d'accord avec ce que mes prédécesseurs ont dit. Cette cérémonie était grandiose, elle était solennelle, et j'ai suivi la campagne électorale, candidat par candidat en France, et ce qui m'a frappé chez M. Macron, c'est son programme de politique africaine. Il a dit en substance que il va appuyer le développement endogène de l'Afrique, en insistant sur les infrastructures. Il a parlé d'un axe qui partirait d'Alger au Cap, les infrastructures ferroviaires, le numérique, qui m'a rappelé, tout le monde pour les infrastructures, le plan d'action de Lagos, qui a malheureusement été interrompu avec des programmes d'ajustement structurel. Oui, à cause de la crise économique. Et ensuite, il a insisté sur le côté éducation, que la France est disposée à continuer à accueillir les étudiants africains, pourvu qu'ils rentrent en Afrique, pour travailler pour l'Afrique, et également encourager la diaspora africaine à appuyer le développement de l'Afrique. Je pense que il y a là, c'est un virage qui peut être porteur pour l'Afrique, parce que c'est quand même la première fois que j'entends un président français insister sur l'intégration africaine, parce que quand il parle de développement endogène, c'est de l'intégration africaine qu'il parle. Donc je pense que nous devons recevoir ce message-là positivement. Et bien évidemment, ce n'est pas la France qui viendra développer l'Afrique, mais il faut que nous sachions qu'il est possible que nous ayons en face de nous un interlocuteur qui nous accompagnera dans nos efforts de développement.
Oui. Achonianti, Emmanuel Macron, on l'a dit et redit depuis le démarrage. Qui peuvent avoir quelques crédibilités. À côté de vous, on a également un spécialiste des questions économiques, secrétaire permanent au ministère de l'économie en charge du suivi des programmes. C'est bien ça, Grégoire Mabala? C'est à peu près ça. Parce qu'en réalité, je suis le secrétaire permanent du comité qui est en charge de la préparation et le suivi des programmes économiques. Et ce titre-là, effectivement, je suis la mise en œuvre du DSE. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Exactement. Le document qui a fait la une de quelques publications cette semaine encore. Oui, nous avons suivi, nous l'avons lu. S'il y a des choses à dire, on peut les dire. Donc, nous avons suivi le professeur Ngouatabi et son équipe. Et son équipe, voilà. Oui. Et de l'autre côté, nous avons notre professeur, enseignant d'université. Il y a quelque temps, il était encore recteur de l'université de Douala. Professeur Dieudonné Yono, vous êtes occupé également de la gouvernance, la bonne gouvernance, la mise en œuvre de la gouvernance, la bonne gouvernance dans notre pays. Que dit l'actualité de votre côté en ce moment? Oui, actuellement, je suis occupé à plein temps au secrétariat général du comité central du RDPC. Je suis conseiller du secrétaire général. Militant de la première heure. Oui. Mais bien évidemment, je n'ai pas abandonné mes activités académiques. Je continue à diriger des thèses et des mémoires à l'IRIC, qui est mon établissement de rattachement. Parce que vous êtes internationaliste, c'est également ça. Oui, je suis spécialiste des sciences politiques, relations internationales. D'accord. À côté de vous, quelqu'un qui s'occupe donc des dossiers économiques et des dossiers politiques à la CRTV, Achonianti. Il est dans le chef service politique à la CRTV, à la rédaction radio de la CRTV. Merci à Achonianti d'être venu sur le plateau de scène de presse ce soir. Avec vous, on va effectivement aborder les questions liées à l'unité nationale. Le 20 mai, c'est dans quelques jours. Et aux revendications de nos frères, je vais dire comme ça, anglophones, qui ont posé quand même quelques revendications. Et c'est dans ce contexte que va se célébrer la 45e édition de la fête de l'unité nationale. Merci Mélanie pour m'avoir invité. Une fois de plus, c'est déjà la 4e fois que je suis invité ici et j'essaye pour apporter ma modeste contribution pour éclairer la lanterne de nos publics sur des questions en débat. Je suis, comme vous venez de bien se dire, chef service politique, mais grand reporter. Oui, tout à fait. Au poste national de la CRTV, c'est important. Très important. Et puis, le 20 mai, c'est samedi prochain. Tout à fait. Je crois que nous sommes dans la mouvance de la fête nationale du Cameroun, la 45e édition de cette fête. Et nous essayons d'amener les Camerounais à fêter. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais comme je dis souvent, l'unité nationale, ce n'est pas un point X, ce n'est pas une destination, c'est une construction permanente. Donc on va trébucher, on va se relever, mais on va continuer. C'est dans cet esprit que nous sommes là aujourd'hui. Oui, l'actualité de ce jour, que ce soit ici au Cameroun, tout au moins les Camerounais ont suivi cette actualité avec un grand intérêt. C'était dans l'investiture du président français, le 8e président de la 5e République en France, Emmanuel Macron. Grégoire Mabala, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant cette célébration, cette solennité qui a marqué cette investiture du président français? Ben, tout ce que nous pouvons dire ici, c'est que nous voyons comment le monde change vite et comment les destins se façonnent et se réalisent. Parce que ce jeune président, personne ne l'attendait. Et on l'a suivi le jour des élections. Lui-même, il a dit, personne ne nous attendait à ce niveau. Et aujourd'hui, ça s'est fait de manière calme, de manière grandiose, avec tout le faste que la France peut donner. Et ce jeune président, j'avoue que j'ai été beaucoup ému en le voyant, n'est-ce pas, accompagner le président Hollande. Oui, c'était, comme dirait quelqu'un, la collade du fils au père. Emmanuel Macron, l'Africain, comme on aime à les appeler les chefs d'État français, en disant il n'y a rien à attendre de ce chef d'État, rien ne va changer dans les relations que la France entretient avec un État comme le Cameroun. Ben oui, c'est vrai que c'est le président de la France, c'est pas le président de l'Afrique. Donc d'abord, nous ne l'avons pas élu, donc c'est les Français qui l'ont élu, et donc il est le président de la France, il va travailler pour les intérêts français. Maintenant, rien ne nous interdit, dans la relation avec la France, de tirer profit. Nous avons notre DSE qui est basé sur la mise en place des infrastructures. Voilà un président qui dit, écoutez, je vais vous aider à mettre en place des infrastructures. Donc nous sommes en phase avec lui, et si nous prenons le leadership comme on le fait depuis quelque temps, de travailler, mettre en place ces infrastructures, nous aurons donc là un accompagnement qui permettra, n'est-ce pas, de booster la mise en œuvre de notre stratégie pour la croissance et l'emploi, et donc de créer des emplois, et donc de créer de la valeur, parce qu'en mettant en place les infrastructures, c'est là le meilleur moyen d'avoir une croissance inclusive. Parce que quand vous prenez la route pour aller à
à Douala, pour aller à Bafoussam, nous tous on utilise la route. Et quand la route est en bon état, nous tous on profite de cette infrastructure-là. Donc les infrastructures sont donc un bon moyen qui amène une croissance inclusive et donc qui permet aux citoyens de réduire un peu, n'est-ce pas, disons, la mauvaise vie, si on peut dire ça comme ça. Oui. Au procès de Dodo Younou, vous l'avez rappelé dans le programme d'Emmanuel Macron, il voudrait aider l'Afrique, ou alors les Africains, à construire des infrastructures, à mettre sur pied des projets de développement, à assumer l'intégration même de l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas un discours démagogique là, quand on sait que la France, en ce moment même, sort à peine d'une crise économique, qu'elle a une croissance, j'allais dire, pratiquement nulle? Où est-ce que ce chef d'État français ira y trouver les moyens pour venir aider les Africains à construire l'Afrique au lieu de commencer par construire son propre pays? Oui, moi je pense que attendre que la France vienne développer l'Afrique est un rêve irréalisable aujourd'hui. Ce qui, je l'ai dit tout à l'heure, dans le discours du président Macron, il souhaite que l'Afrique réalise son intégration. Parce que tant que nos pays se battent en ordre dispersé pour sortir du sous-développement, il nous sera très très difficile d'atteindre les résultats que nous escomptons. La solution aujourd'hui se trouve dans l'intégration africaine. Et pour enchaîner sur les propos de M. Mbada, le Cameroun, dans sa politique d'infrastructure, aujourd'hui s'est engagé à réaliser l'intégration sous-régionale. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un axe qui part de Douala à Garoua-Boulaye, qui nous rattache à la Centrafrique. Nous avons un axe qui part de Douala à Kiossi, qui nous rattache à la Guinée équatoriale, à Bamako, qui nous rattache au... Donc, je pense que c'est ce genre de réalisation qu'il nous faut faire aujourd'hui. Et je crois que il faut que ce soit une volonté africaine d'intégration. Que par exemple, en cercle concentrique, que l'Afrique centrale, par exemple, oui, réalise son intégration, ensuite qu'on l'élargisse aux autres zones africaines. Je crois que le salut est là, parce que devant l'Europe, qui est aujourd'hui, qui compte 26 États, devant les États-Unis qui sont un État-continent, devant la Chine, que peut peser le Cameroun? Que peut peser le